Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Est-ce que vous voyez bien la présentation dans le mode présentateur? Ok, parfait. Donc, moi, je voulais vous faire un petit portrait du réseau des aires protégées du Québec. Ça a été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps et je voulais rétablir quelques faits, aussi quelques chiffres, tout simplement pour pouvoir construire une conversation par la suite. J'en profiterai aussi pour parler un petit peu de développement durable, parce que je pense que c'est un peu l'un des sujets au cœur de vos actions. Et puis, revenir sur quelques principes de conservation et ensuite faire un portrait des aires protégées qu'on a en ce moment au Québec. Et puis après, je voulais ouvrir un peu la discussion pour les autres panélistes. Donc, ça, vous connaissez sûrement ce graphique-là, les acteurs du développement durable. Donc, il y en a tout un tas. Ils sont répartis dans 3 grands groupes, social, économie, environnement. Moi, j'apprécie que vous oubliez ça pendant un petit moment, parce que souvent, ce qu'on a dans la réalité, c'est pas égal, et le système durable qui est au centre, il n'est pas toujours bien représenté. Donc, on a des acteurs qui ont souvent un peu plus de poids dans le développement que d'autres, ce qui fait que ce système-là fonctionne pas toujours. L'autre chose, c'est que j'aimerais rétablir un peu une vérité qui est que l'écosystème reste le socle. Quand on l'étudie et qu'on s'implique dans les services écosystémiques, on voit justement que ces écosystèmes rendent énormément de services aux communautés humaines et aux sociétés pour leur bon développement. Donc, si on repart sur cette base-là un peu, puis qu'on révise notre schéma du développement durable, moi, j'irais avec quelque chose qui ressemblerait un peu plus à ça, où on a nos services écosystémiques qui sont dans chacun de leurs groupes, là, le soutien des grands cycles, l'alimentation, l'approvisionnement, la régulation du milieu de vie et le bien-être au côté culturel et récréatif. Donc là-dessus, on peut asseoir des sociétés. Donc on peut avoir des sociétés en santé, en sécurité, qui ont des bonnes relations parce qu'elles récupèrent l'ensemble des services que les écosystèmes leur offrent. Et on diminue les inégalités, on diminue les injustices qui font que les sociétés sont un peu plus à même de fonctionner correctement. Et puis, j'aime bien mettre l'activité économique à l'intérieur des sociétés, parce que souvent, elle ne devrait pas avoir trop à voir avec l'environnement, mais je dirais un peu à l'amusement que c'est une façon de se désennuyer pour les sociétés, d'avoir un petit peu d'activité économique, donc de l'insérer à l'intérieur des sociétés. Si on regarde ça de haut, ça donne un schéma du développement durable qui serait plus comme ça, où on a notre socle, ensuite de ça, on a nos sociétés qui s'y développent, et à l'intérieur des sociétés, on a notre économie qui se forme. Là où je veux vous emmener, c'est que dans ce schéma-là, il y a une petite portion là, que l'environnement a rien à voir avec le reste. Donc, c'est la portion qu'on peut utiliser en conservation. Et ça, vous allez voir, on utilise finalement quand même cette portion-là, parce qu'elle va nous nourrir en processus et en biodiversité, parce qu'elle fonctionne de son côté toute seule. Et après ça, elle peut nous donner tout un tas d'autres services. Le principe de conservation, c'est quand même un vieux concept qui est confronté depuis la nuit des temps au développement. Donc, on développe, on voit qu'on perd du territoire, on perd des processus, des mécanismes, des écosystèmes. Donc, en réponse à ça, on dit qu'il faut les protéger. Le meilleur exemple, c'est la plus vieille aire protégée du Québec, qui se trouve sur la photo ici. Alors, évidemment, ce n'est pas le centre-ville de Montréal, c'est bien les petits arbres qu'on voit en avant, qui est le Mont-Royal, qui a été fondée en 1876 et sous justement la pression des promoteurs qui voulaient couper le bois pour faire du bois de chauffage à cette époque d'industrialisation puis d'expansion économique. Et la population s'est levée et a demandé à avoir la protection du territoire. Déjà, c'était un peu étonnant d'avoir une aire protégée comme ça au cœur de cette ville-là, mais les historiens ont démontré que le fait d'avoir mis un cimetière là, ça gênait un petit peu les développements, parce que les gens ne voulaient pas construire sur le cimetière. Donc, c'est ça qui aurait permis au Mont-Royal de rester verdi aussi longtemps. Et puis, au moment où les entrepreneurs allaient quand même développer, de le protéger. Donc, c'était une petite histoire qui résume bien un peu l'histoire de la conservation. On peut s'entendre sur beaucoup de principes. C'est pourquoi est-ce qu'on conserve? Rapidement, c'est évidemment les services écosystémiques de haute qualité qui sont fournis par ces aires protégées-là.
Aussi parce que, comme je le disais, c'est des refuges biologiques qui servent de réserve de biodiversité, qui peut ensuite recontaminer les autres milieux. Donc, si on garde cette source de biodiversité, elle peut reconquérir du territoire par la suite. Et puis aussi, ça a un côté très intéressant de témoin, de modèle des processus naturels. Quand on est en mode restauration, ce qu'on veut faire, c'est essayer de reproduire les mécanismes, les services qui sont fournis par l'écosystème. Et il est important d'en garder des intacts pour pouvoir voir comment la nature fait les choses si on veut essayer de le reproduire dans des endroits un peu plus anthropisés. Et là, c'est l'écologiste urbain. Ensuite, on sait aussi que ça a quand même une importance pas négligeable dans l'industrie touristique et tout ce qui est les activités de plein air qui fournissent, qui assurent une santé physique et mentale pour les populations. Et puis évidemment, cette réserve aussi biologique permet un ensemencement là, qui peut être au niveau de la faune, qui peut permettre la chasse et la pêche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons très, très logiques de conserver. Sur les définitions des aires protégées, on peut s'entendre quand même assez bien. Là, il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui les a bien définies. Et c'est des définitions qui sont reprises par le ministère de l'Environnement. Donc, on peut trouver ça sur le site web du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. En gros, il y a trois grandes fonctions ou trois grandes caractéristiques. C'est que les aires protégées doivent conserver les fonctions, mais ça, c'est vraiment difficile à faire parce qu'il faut bien les comprendre, puis ce n'est pas évident. Donc, en général, on dit si on conserve les espèces et toutes les espèces qui sont là, on va conserver aussi les fonctions qui leur sont associées. Ça, c'est un peu plus simple. Ensuite, il faut que ces aires protégées soient représentatives de la biodiversité locale. Donc, ça aussi, c'est important au niveau d'un pays ou d'une région d'être représentatif de la diversité, pas prendre l'écosystème qui ne représente pas cette biodiversité. Et finalement, il faut qu'elle soit, idéalement, ce n'est pas le critère le plus important, mais c'en est un, d'organiser le réseau des aires protégées de façon intégrée, de façon connectée. Et c'est beaucoup pour la circulation faunique et aussi possiblement les migrations dans les cas comme aujourd'hui avec les changements climatiques où on voit que les espèces vont devoir bouger. C'est plus facile de faire des sauts de puce quand la distance entre deux aires protégées n'est pas trop grande. Donc, ça donne un intérêt au niveau de cette intégration du réseau d'aires protégées. Si je rentre maintenant dans le portrait, écoutez, ça a été beaucoup dans les médias au mois de décembre et depuis, parce qu'il y a eu cette décision gouvernementale là, d'atteindre le 17%. Si on revient juste avant cette décision, donc en 2020, on avait une situation comme ça. Vous voyez la limite des forêts aménagées que j'ai indiquée en vert. Et vous voyez qu'il y avait des aires protégées, donc qui correspondent à peu près à 11 ou 12% du territoire, qui étaient composées d'aires protégées. Donc ça, c'est les grosses patchs qu'on voit en jaune. Et il y a des refuges biologiques. Eux, on les voit moins bien, mais j'ai fait un petit zoom pour vous montrer qu'ils sont très nombreux, même s'ils sont de très petite taille, ils sont très nombreux. Et c'est généralement des places intéressantes. Donc là, on parle plus d'un réseau, mais la taille de ce réseau-là en fait la faiblesse au niveau de la connectivité. Si on regarde ce que l'ajout fin décembre là, du 6% qui a été décidé par le ministère, c'est donc les polygones qui sont en foncé, en noir. Et vous voyez qu'il n'y a presque rien qui a été attribué en dessous de la ligne donc, des forêts aménagées. Et par contre, il y a une grosse proportion de territoire là, qui a été ajoutée donc, dans les parties nordiques. Donc, on parle de la Pessière à mousse, Pessière à lichen, donc qui correspond à peu près à la limite nordique de survie des arbres. La toundra forestière, on s'entend, c'est loin d'être une forêt, c'est simplement quelques arbres par-ci, par-là. Donc, vous voyez qu'on a maintenant une très, très belle représentation des aires protégées au nord de la ligne des forêts aménagées. Mais on manque quand même quelque chose au niveau du sud de la province. Bon coup à noter, il y a les aires protégées marines qui étaient demandées depuis longtemps et qui sont maintenant avec une belle représentativité, même si on peut toujours améliorer ça.
Ce qui a été très décevant et ce qui a été beaucoup dans les médias, ça a été ces aires protégées non retenues. Donc là, je vous les avais en rouge. Vous voyez que le portrait est complètement inverse. On a des projets qui correspondaient à peu près à 1,2% du territoire québécois qui n'ont pas été retenus. Pourtant, ils avaient été développés en consensus avec le ministère lui-même pendant parfois 5 ou 10 ans. Là. Il y a d'autres personnes peut-être ici qui pourront en parler plus que moi. Mais c'était un consensus et ça représentait quand même beaucoup les territoires du Sud, les territoires habités. Et ils avaient justement un intérêt assez grand dans le côté connectivité et migration vers le nord, où on voit ces patchs qui permettaient d'avoir des superficies intéressantes dans le Sud. Si je vous le mets un petit peu en chiffres, donc vous voyez ici les domaines bioclimatiques. On a l'érablière à Carrier en haut, l'érablière à Tilleul, l'érablière à Bouleau-Jaune, et on peut descendre comme ça jusqu'à la Pessière à Mousse, Pessière à Lichen et la toundra forestière. Ce qui est en brun, c'est 14% du territoire qui correspond à la forêt tempérée. Le 71%, c'est plus la portion boréale. Et puis, le dernier, c'est la toundra arctique. Donc, on parle plus de l'Arctique. Correspond à peu près à 15% du territoire. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée un peu de la représentativité. Le Sud est quand même beaucoup moins représenté. Les forêts tempérées sont moins représentées au Québec. Si on regarde les aires protégées en 2020, ce qu'on voit, c'est qu'on est en fait assez loin du 17% pour chacune de ces classes-là et qu'on l'atteint ou qu'on est très proche dans la toundra forestière et la toundra arctique. La superficie de ces places-là permet d'ailleurs d'avoir globalement une valeur un peu plus élevée. Le 17%, donc, on l'a atteint quand on a ajouté en décembre 2020 les superficies que je vous ai montrées, qui, vous voyez, ont rajouté très, très peu, comme je l'avais montré, dans le sud, dans les domaines bioclimatiques plus au sud, et qui ont quand même rajouté des bonnes superficies dans le côté boréal. Et vous voyez que 8 plus 8, ça fait 16. On est même probablement à 17% ici, 23 ici, 23 ici. Donc, on est au-delà du 17% sur cette grande superficie du territoire et moins que le 17% pour toutes les sections, les domaines bioclimatiques plus au sud. Je voulais juste mentionner donc, les aires protégées non retenues. Eux, ils avaient simplement des aires protégées en dessous de la ligne des forêts aménagées. Et vous voyez que c'était des pourcentages qui sont quand même assez faibles. Et en plus, ils correspondent à des superficies qui sont assez faibles aussi. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, ils ne protègent que 1,2% du territoire québécois. Même si pour un domaine bioclimatique, on peut monter à 3%. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas ajouté ces aires protégées à l'objectif qui a été émis, parce que 1,2, donc on serait à 18,2%. Je pense que le Québec aurait pu très, très bien vivre avec cette petite superficie supplémentaire de protéger. Ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on voit que, et ça c'est bien connu, que dans les forêts tempérées nordiques, donc plus au sud de la province, c'est là qu'on a le plus d'espèces. Donc vous voyez les nombres d'espèces ici, et ici vous avez le pourcentage. Donc à peu près 60%, ici à peu près 30-35%, et un peu plus 20% dans l'Arctique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de biodiversité, les territoires du Sud ont une capacité d'avoir 60% de la biodiversité présente par rapport aux zones boréales qui ont 30% et à l'Arctique qui contient 20% de la diversité québécoise. La protection qu'on a aujourd'hui, donc avec l'ensemble des choix qui ont été faits, c'est qu'on représente 9% du territoire là où la diversité est plus élevée, et on est à 23% du territoire là où la diversité est moins élevée. Fait que là, il y a comme une petite aussi dissociation entre les deux facteurs qui auraient dû se suivre. Finalement, en bilan, je vous reviendrai juste sur le fait que vous voyez comment, en allant du sud vers le nord, on diminue la protection du territoire, alors qu'on avait une augmentation de la biodiversité vers le sud. Et aussi que souvent, quand on conserve, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il y a une pression de développement ou des activités humaines, et que cette pression-là est évidemment beaucoup plus forte au sud aussi.
Donc, aux endroits où il aurait été intéressant et important de protéger, c'est là où on a finalement décidé de protéger moins. Pour terminer, donc, je voulais juste revenir sur les objectifs que le Québec s'était donné de 8 12 20 qui finalement sont devenus un 17 Ce 17 %-là, il suit quand même la recommandation de l'IUCN, donc c'est tout à fait acceptable. Mais on voit que les aires protégées qui n'ont pas été retenues, qui étaient moins de 2 auraient permis d'être très, très proche de ce 20 et donc d'atteindre l'objectif que le Québec lui-même s'était fixé en 2020. Maintenant, il y a encore une chance d'y arriver puisque, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, on s'enligne vers le 30 en 2030. Donc, le travail est fait. Moi, le message que j'aurais à dire, c'est que si on ajoutait ces aires protégées prochainement, là, donc avec tout le travail qui est déjà fait, on pourrait se donner une belle représentation et puis se rapprocher donc, du 20 et donc idéalement du 30 Voilà, je vous remercie beaucoup. Tout ce travail-là a été fait en collaboration avec Romain Yeager, étudiant ici à l'ISFOR, qui m'a aidé à compiler tous ces chiffres.